Frank de Boer speelt de bal. Heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp neemt de bal aan. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Exagerando para Fabinho, se le escapa la pelota y va Modric, va. Señoras y señores, va Modric, va. Habilita a Vinicius, va Vinicius, vino para Benzema. Peuple de France métropolitaine et des Outre-mer, bonsoir. C'est parti pour le débrief de l'équipe de France à l'Euro 2024. On s'est absolument régalé et on va en parler. Justement, je suis avec Aurélien, je suis même chez Aurélien. Bonsoir Aurélien. Franciane in finales, pero soy español, so festa. A noter que nous faisions tous les deux LV2 allemand avec ce bon vieux Skurtis, pour ceux qui connaissent. Il est mort. Oui, bon, il est sûrement mort avec sa mère, mais c'est pas le sujet du jour. Pour l'instant, on rigole avant de passer aux larmes, ça peut aller très très vite. C'est parti pour le gros débrief de l'équipe de France à l'Euro. Alors la remise en contexte va être quand même très rapide, hein. Vous avez tous bien évidemment suivi le match qui a eu lieu avant-hier. On n'avait malheureusement pas pu faire le débrief hier pour des raisons professionnelles, car oui, c'est la France qui bosse. Voilà, donc maintenant on peut débriefer à froid, je pense qu'on peut le dire, on a eu le temps de redescendre. Enfin, je pense qu'on a passé la déception au bout de 20 minutes, hein. On aura l'occasion d'en reparler, mais donc l'équipe de France a été éliminée par l'Espagne en demi-finale au terme d'un match, comment le qualifier ? Il n'était pas nul, enfin il est nul dans l'absolu, mais il était moins nul que les autres, même s'il était quand même très nul par beaucoup d'aspects. Mais donc globalement là, l'idée c'est de revenir un peu sur l'ensemble de la compétition. Toi déjà, comment tu décrirais en un mot, en une phrase, ce que nous ont proposé les Bleus de Didier Deschamps pendant cet Euro 2024 ? J'ai eu peur que ça nous fasse gagner l'Euro et qu'on se tape ça encore plus longtemps. Donc, parce que c'est genre une des pires équipes à voir jouer avec autant de réussite, quoi. Ah bah oui, je pense que je suis d'accord pour dire avec un effectif pareil, on va avoir le temps aussi de développer, mais avec un effectif pareil, c'est clairement une des pires qualités de jeu possibles dans l'histoire récente du football de sélection. Je veux bien que le foot de sélection soit plus dur à apprécier le beau jeu que dans le foot de club parce que t'as moins le temps de mettre en place, t'as moins le temps de créer des automatismes, etc. Mais là, c'était quand même absolument catastrophique, quoi. Oui, et puis on peut pas non plus dire que l'effectif se connaît pas ou quoi. C'est-à-dire que c'est censé même être le truc phare de Deschamps, et son excuse c'est qu'il veut garder un groupe uni. Ouais, garder une continuité. Donc, et là c'est pas du tout le cas, quoi. Donc, ouais, franchement, moi je pense que je décrirais ça en... J'ai trouvé ça vide de sens, vide d'émotion. Je comprends pas où est-ce qu'on a voulu aller et voilà, moi je dirais que en fait, quand Deschamps il nous dit si vous n'êtes pas content, vous changez de chaîne, si ça vous plaît pas, allez regarder autre chose, moi je suis pas là pour amuser la galerie. Eh ben écoute, il y a deux choses dans le foot, il y a la qualité de jeu et le résultat. Je veux bien, moi personnellement je pense que même quant à le résultat, il faut avoir un minimum de qualité de jeu, que c'est avant tout un spectacle, le football, qu'il faut y prendre du plaisir, aussi bien pour ceux qui regardent que pour ceux qui le jouent. Mais très bien, tu veux pas avoir de qualité de jeu, tu dis c'est pas ta priorité, tu veux être pragmatique, donner la primauté au résultat, ok, maintenant gagne. Tu gagnes pas, donc t'as ni la victoire ni le jeu. Moi je suis désolé, c'est absolument pas acceptable, et le mépris qu'a eu Deschamps pendant cet Euro, il est tout à fait... c'est absolument pas respectable dans le sens où lui le premier n'a pas respecté ceux qui avant tout font l'essence du foot, c'est-à-dire ceux qui le regardent. Donc moi de ce côté-là, je suis très très en colère contre Deschamps, même en dehors du purement jeu dont on va parler, mais globalement sur l'approche vis-à-vis de ceux qui regardent. Il parle avec un sentiment d'invincibilité vis-à-vis de son poste. Et aussi, je pense qu'il était persuadé qu'il allait gagner l'Euro en jouant comme ça. Et le fait est que ça n'a pas marché et qu'au final, c'est pas plus mal, c'est une punition, quoi. Ouais, mais tu vois, moi, ce qui me fait chier, c'est que finalement, on va en demi-finale. Là, à l'heure où on se parle, Deschamps, il a été confirmé pour 2026 par le mannequin qui sert de président de la fédération, puisqu'en vrai, le vrai président de la fédération, c'est Didier Deschamps lui-même. Mais moi, je dirais qu'avant de parler de l'avenir un peu de l'équipe de France, de ce que cela entraîne, déjà revenir concrètement sur ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé dans le jeu. On retrace le parcours, donc les phases de poule. Une victoire 1-0 face à l'Autriche sur un but contre son camp. Un match nul 0-0 absolument
délétère contre les Pays-Bas qui eux aussi ne voulaient pas jouer et qui eux aussi ne méritent pas d'aller en finale. Bon, après ils jouent contre les Anglais qui méritaient donc plus, donc c'était assez compliqué. Un match nul, un partout contre la Pologne, tout aussi imbuvable. Tu passes au 8ème de finale, on a vécu un 8ème absolument nullissime match, face à la Belgique. Voilà, et puis le quart de finale face au Portugal, j'ai limite envie de dire que c'était le match le plus agréable finalement, alors que bon, c'était quand même pas, ça finit à 0-0 si je dis pas de conneries encore. Donc c'était, et puis la demi-finale, on va en revenir plus précisément dessus, mais qui avait bien commencé et qui a vite très mal tourné. Je sais pas toi, comment t'as vécu un peu cette compétition, qu'est-ce qui ressort là dans ton cœur quelques jours après? En fait, ça on le sait tous, c'est que la défense a été super efficace, mais moi ce qui me dérange, c'est que la défense c'est aussi censé être un point de lancement pour l'attaque. Et c'est vrai qu'on a toujours dit que la France, même quand elle était très forte sous les années Deschamps, avait ce truc un peu du bus, mais très fort en relance et en contre-attaque. Et que là, en fait, en gros, tu vois un plan défensif qui est plutôt pas mal, mais qui est absolument inutile pour ce qui est de se projeter en attaque aussi, et je pense surtout à cause des attaquants justement incapables de faire le relais de la défense vers l'attaque. Ouais, c'est sûr qu'offensivement ça a été le néant. Alors oui, on a été très solide défensivement, c'est à noter, et je pense qu'on va en reparler quand on va faire un peu les tops et les flops dans cette équipe de France de l'Euro. Alors moi je dirais déjà que sur le positif, parce qu'il faut quand même donner ça à Deschamps, c'est d'avoir remis Kanté. Je trouve que ça c'était assez intéressant. Maintenant moi je note, si on prend un peu de l'individuel, la faillite des cadres. Bien sûr Mbappé, on va aussi en reparler, on va avoir un peu de temps. Je pense que c'est incontournable, mais même plus globalement, Griezmann passe au travers de son Euro, c'est absolument catastrophique. Bon, globalement toute l'attaque, en tout cas ceux qui ont joué, parce que ceux qui n'ont pas joué ça va être difficile d'en parler. Je trouve que Rabiot, qui avait bien commencé son Euro, c'est a complètement perdu en vitesse et rate sa fin d'Euro. Pareil pour Tchouaméni. Derrière ça a été bien, mais même sur le match contre l'Espagne, je trouve que Théo Hernandez il est en dessous. Je trouve que finalement, tu vois, c'est vraiment nos meilleurs joueurs, c'est des joueurs qui n'attaquent pas, et ça c'est problématique, franchement. Bah, moi, il y a un truc, tu vois, Kanté, c'est intéressant, je trouve, parce que je l'ai jamais vu aussi impliqué offensivement. Et pour moi, ça montre à quel point il y a un vide et il y avait des trous à combler offensivement. C'est que Kanté était quasiment à certains moments le fer de lance de l'attaque. Alors que quand il était titulaire indiscutable à l'époque, avant la période où il était blessé et qu'il n'était plus là, il a jamais à ce point-là attaqué, quoi. Ah mais souviens-toi, on en parlait avant l'Euro, la preuve est dans les podcasts précédents, on s'inquiétait que le seul joueur créateur offensivement c'était Griezmann. Alors en plus Griezmann qui rate complètement son Euro, finalement c'est ça ce que tu dis, on n'a pas de joueur technique, on n'a pas un mec qui va venir créer l'occasion, c'est-à-dire qu'on s'attend uniquement à des exploits individuels d'Mbappé, de Dembélé, éventuellement d'un milieu de terrain, d'une frappe lointaine de Tchouaméni ou je sais pas, mais vraiment, on n'avait aucun liant entre la défense et l'attaque et on n'était pas inspiré. Et quand tu dis oui, Kanté il se retrouve à faire des perces offensives, mais je te rejoins complètement. C'est pas qu'il n'est pas capable de le faire, c'est que c'est pas son rôle. C'est pas à lui de faire ce dépassement de fonction dans des conditions. Enfin, ça peut arriver de temps à autre d'avoir un mec qui complètement sort de sa fonction primaire pour aller apporter offensivement. Mais là, on a l'impression que c'était devenu la norme. Et en ça, je suis d'accord qu'il y a un vrai problème là-dessus. Mais en fait, moi, je me demande vraiment si il manque quelque chose, s'il manque un joueur, tu vois. Parce qu'on a l'impression de ça, en fait. Quand on voit l'attaque, on se dit, il manque quelque chose, il manque un joueur. Sauf que dans les faits, la richesse de l'effectif qu'on a, notamment offensivement, en réalité, normalement, il devrait pas manquer un joueur. On devrait pouvoir faire tellement avec ce qu'on a. Ouais, bah très clairement, mais ça nous amène finalement aussi au point Mbappé. Je pense que c'est le moment pour faire un focus dessus. Cet Euro est clairement la preuve pour moi que tu ne peux pas construire uniquement autour d'un joueur. Alors, je sais que j'invente pas l'eau tiède en disant ça. C'est un classique, c'est bien connu que tu peux pas te reposer sur un joueur sauf si t'es éventuellement une petite nation et que t'as une seule star. Je pense à la Géorgie, ok, ça tourne autour de Kvara, mais quand bien même pour la Géorgie ça tournait pas qu'autour de Kvara. Et là ça montre toutes les limites de système. D'une part parce que Mbappé il passe complètement à côté de son Euro. On n'est pas là pour faire toutes les blagues sur il est pas bon parce qu'il pense à la politique, parce que Ethan Mbappé a raté son bac, enfin bref, c'est pas le sujet, je me permettais quand même de le placer. Mais voilà, Mbappé il rate son Euro.
il y a une critique à faire notamment sur son style de jeu. Je pense que c'est globalement, même sur ces dernières saisons, il a peut-être volontairement aussi, il a choisi de moins jouer le côté profondeur. Tu m'en parlais en privé de justement son côté, il veut pas être considéré uniquement comme une fusée. Mais finalement, on voit que c'est contre-productif. Alors après, moi je pense pas qu'il faille l'enterrer, hein. Ceux qui disent oui, il est fini à 25 ans, on n'a jamais vu ça et tout. Non, c'est pas la question. Mais là, sur cet euro, on sent qu'il est pas à l'aise sur ses qualités. Alors est-ce que c'est un problème de fond ou est-ce que c'est un problème de forme, je sais pas. Mais clairement, hein, oui, dès qu'il a le ballon, il a 2 ou 3 mecs sur lui, c'est logique. Mais justement, tu dois l'exploiter. Ça, c'est quelque chose qui, entre guillemets, ne dépend pas de toi. C'est l'équipe adverse qui va mettre ça en place. Mais comment toi, tu bénéficies, comment tu exploites le fait qu'il y ait 2 ou 3 mecs qui le serrent à chaque fois. Et ben, on n'en fait rien derrière. On n'en fait rien. Et donc, Mbappé, il est gentil, mais en plus, il a aussi sa fierté. Quand tu le vois qu'il va dribbler 2-3 mecs et qu'il va les tirer 3 mètres au-dessus, ça sert à rien. Lâche ton ballon, tout le monde va y gagner. Moi, je sais pas ce que t'en penses, mais franchement, je suis inquiet aussi pour la suite de Mbappé. Oui, parce que il a surtout besoin d'une remise en question de comment il joue et comment est-ce qu'il doit jouer. Et ça peut-être, pour moi, l'espoir qu'on peut trouver, ça peut peut-être se passer en arrivant au Real Madrid. Parce qu'il y a aussi un truc qui a transformé son jeu, c'est le nouveau rôle qu'on lui a donné au PSG ces dernières années. Où il a commencé à... Oui, très clairement, hein. C'est ça, en fait, on lui a demandé de devenir le seul et unique leader de l'attaque, tandis que ses premières années, que ce soit en équipe de France ou au PSG, il pouvait se permettre d'être le second attaquant, celui qui bénéficie du meneur de jeu, aussi de mener l'attaque, mais surtout sur son côté et à des occasions très précises qui pouvaient seulement lui bénéficier. Et ensuite, avec le nouveau rôle qu'il a eu au PSG, avec les nouveaux contrats, les départs de certains joueurs, et accessoirement en France, il a dû se trouver ce rôle en essayant un peu de mimer Ronaldo ou Messi même dans Ouais, et ce rôle, on lui a donné, mais il l'a pris bien aussi. sûr, bien sûr. Hein, ne le victimisons pas non Ça, plus. c'est sûr, ça c'est sûr. Et le truc, c'est que ça correspond pas à son jeu en réalité. Et on le voit. Il a laissé de côté une énorme partie de son jeu. À 25 ans, arrêter de jouer sur tes points forts physiques, ça n'a aucun sens. Et même, je trouve que dans ses choix de dribble, c'est assez bizarre. On dirait qu'il essaye juste d'être un joueur qu'il n'est pas. Et ça peut peut-être passer par le Real Madrid avec des nouveaux joueurs aussi, parce que ça fait plusieurs années maintenant qu'il joue avec des joueurs à peu près similaires ou qui alternent. Tu vois, c'est des mêmes profils Ouais, qui sont en et gros puis à là, sa il botte, va quoi. être attendu au tournant, hein, Voilà. vraiment. Je pense aussi, dans la même lignée de ce que tu disais, que là, il a à nouveau des choses à prouver et que je pense que ça peut lui faire du bien. À voir comment il va y avoir une association. Ceux qui disent oui, mais il peut pas jouer avec Vinicius, c'est le même poste et tout. Non, non, franchement, les joueurs de classe mondiale, t'inquiète pas. Je te dis pas qu'ils vont être dans l'idéal en termes de positionnement, etc. Mais quand t'es un grand joueur, t'arrives toujours à jouer avec d'autres grands joueurs. Ça, pour ça, je suis pas inquiet. À voir quelle sera l'organisation. Mais je pense que ce qui pourrait lui faire le plus de bien, ce serait que les Real ne se plient pas à Mbappé et que ce soit au contraire à Mbappé aussi de s'adapter au Real. Et je pense que tout le monde en ressortirait gagnant. Alors après, c'est pas sûr que ce soit le cas, hein, parce que quand tu prends un mec comme ça avec une telle envergure aussi bien médiatique que sportive, c'est assez compliqué à gérer. On va voir comment le cas va être traité au Real. Mais en fait, je pense que Mbappé, il faut aussi qu'il retourne aux fondamentaux, qui se détourne un petit peu, qui se préserve d'une certaine façon aussi. Je dis pas qu'il doit pas prendre qu'il doit pas prendre parti politiquement ou quoi. Enfin, vu la gueule du parti, il faudra peut-être s'abstenir. Mais je dis pas qu'il doit pas contribuer à participer à la vie en dehors du football, etc. Mais aussi parfois peut-être de faire des choix entre ce qui est vraiment utile et ce qui est le mieux pour sa carrière, parce que le foot ça va vite, hein. Une carrière ça passe vite. Dans 5 ans il aura 30 piges et là ça sera plus la même déjà. Donc là normalement entre 25 et 30 ans t'es à l'apogée, c'est là où t'es le meilleur, on peut même pousser jusqu'à 32. Il faut vraiment, je pense, qu'il se concentre sur les fondamentaux pour remettre sa carrière dans le bon sens. Bien sûr, elle est déjà exceptionnelle et elle va pas, il sera pas à l'éventé dans 3 ans, hein, il n'y a aucun risque là-dessus. Hein. Mais voilà, de bien remettre les fondamentaux comme il est, peut-être un petit peu moins parler, plus jouer, et tout le monde en ressortira gagnant de ce point de vue-là. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans cet Euro, c'est que on l'a trouvé au PSG ces 2 dernières années plus
comment dire, on avait l'impression qu'il jouait à demi-mot. Moins il y a 2 ans, non, parce qu'il portait l'équipe, mais l'année dernière, à plus à moitié de son potentiel, c'est-à-dire que il performait toujours énormément sur certains aspects, mais que on avait vraiment l'impression qu'il avait fait exprès de lâcher une partie de son jeu qui lui faisait tant de bien. Et là, en l'occurrence, justement, je trouve que il a, en plus d'être, il a pas été seulement mauvais, il a surtout été invisible. C'est que, tu vois, en 2022, on compte que sur Mbappé pour l'attaque à la Coupe du Monde. Et il est à la hauteur de ces responsabilités-là. Là, dans l'idée, on compte que sur Mbappé pour l'attaque, et pour autant, je le trouve invisible. Ouais, je suis d'accord. Contre la Belgique, si c'est pas Mbappé, si tous les joueurs sont neutres et qu'on comprend purement la prestation, il sort à l'heure de jeu. Contre le Portugal, il sort à l'heure de jeu, voire même avant. Et contre l'Espagne, il sort peut-être pas à l'heure de jeu, mais il va pas au bout du match. Donc ça montre bien que il est entre guillemets sauvé par son statut sur ces matchs-là. Mais très clairement, il apporte pas ce qu'il devrait apporter. Je dis pas que c'est facile et qu'il se branle, etc. Et que il nous chie dessus. Pas du tout, mais concrètement, quand tu es le meilleur joueur d'une équipe, que tu es peut-être le meilleur joueur du monde, en tout cas que tu te revendiques comme tel et que tu es revendiqué comme tel par une partie des connaisseurs, tu as forcément des attentes, enfin le public a forcément des attentes plus élevées que la moyenne, et c'est tout à fait normal. Et donc conformément à ces attentes, il en a pas du tout fait assez. Et donc moi, de ce point de vue là, je le dis, c'est pour moi dans la liste des, pas coupables, c'est pas le bon mot, mais de ceux qui ont le plus de responsabilités dans cet échec, il est en 2e position derrière le monsieur dont on va parler après. Il a fait pour moi un calcul. Enfin, quand il a dit que c'était parce que les coéquipiers avaient changé et que en gros Pogba lui manquait, je trouve qu'il a pris. Après, c'est aussi pour s'avantager lui, mais en tout cas pour pas s'accuser lui-même. Après, Pogba il manquait. Évidemment, mais je trouve qu'il a pris le problème dans le mauvais sens, c'est-à-dire que c'est pas parce que les coéquipiers sont moins bons forcément, c'est aussi parce que on lui demande plus de courir pour les autres. On lui demande, et c'est lui qui l'a demandé aussi, d'avoir le ballon en première intention et à partir de là de commencer le jeu. Tandis qu'à l'époque où de fait il y avait Pogba en 2018, on demandait aux autres et aux meneurs de commencer avec la balle et en gros lui de continuer et de finir l'action. Et ça, c'est de sa volonté à lui. C'est pas parce que en fait, il se présente comme ah oui, j'ai été obligé maintenant je suis obligé de jouer comme ça. Non, c'est parce que tu l'as voulu, tu l'as demandé, et parce que par tes performances on t'a fait jouer comme ça. Mais c'est pas que parce que les joueurs ont changé, c'est aussi parce que t'as demandé à être désormais celui qui commence avec le ballon dans l'attaque. Ouais, je suis d'accord. Et puis on dit souvent que dans le foot, tu peux t'en sortir avec un mec qui défend pas. T'as besoin d'avoir au moins 10 joueurs qui défendent. À partir du moment où il y en a 2 qui défendent pas, c'est pas viable. On l'a vu notamment avec le PSG ces dernières années. Très bien. Mbappé, tu veux être celui qui défend pas. Ok, pourquoi pas, mais dans ce cas-là, tu dois être ultra efficace, tu dois être déterminant devant, et tu dois être le joueur numéro 1 en attaque, celui qui pèse le plus, celui qui marque le plus, celui entre guillemets, on ne peut pas remettre en cause la place. Mbappé, il n'a pas beaucoup défendu, ok, c'était le plan de jeu. Est-ce qu'il a été bon devant ? Non, il n'a pas été bon. Donc à partir de ce moment-là, il ne contribue plus à l'efficacité de l'équipe. Et je dis pas, le jour où il y aura un coach qui va le mettre sur le banc, ce coach-là, il aura des vraies couilles. Moi, je serais coach de l'équipe de France, je le mettais titulaire à tous les matchs. Parce que ça reste un mec capable de te faire des différences à tout moment, etc. Mais là, concrètement, au moment de la critique, il n'a absolument pas respecté ce qu'on attendait de lui. Et en ce sens, il est responsable. Après, c'est pas le seul, parce que je peux me permettre d'enchaîner. Dembélé a complètement raté son euro. Griezmann a complètement raté son euro. Pour ceux qui me connaissent savent que j'aime beaucoup Griezmann, mais voilà, il faut être objectif, il faut le dire. C'était nul, c'était vraiment nullissime. Placement, physiquement, on le sentait pas dans son assiette, pas dans son euro, pas bien. Voilà, c'est des choses qui peuvent arriver, mais moi j'ai trouvé ça bien qu'on le sorte du 11. Quand un joueur il est bon, il joue, quand il est pas bon, il joue pas. Mais c'est vraiment offensivement. Thuram a été extrêmement critiqué, mais bon, il y avait aussi un peu une notion politique derrière pour certains. Et puis je pense que la critique du grand public n'est pas forcément la plus pertinente. Je sais pas toi ce que t'en as pensé. Thuram rate complètement son euro, mais c'est pas forcément celui qu'il faut blâmer en premier. Non, mais pour moi Dembélé c'est intéressant parce que ce qui me dérange, c'est qu'en fait, j'ai l'impression qu'il lui manque une énorme une palette offensive en fait.
C'est qu'il manque de pattern et de décision possible. On l'a vu utiliser, mais un nombre de fois folle, le début à droite, puis changement pied gauche, frappe pied gauche en sortie de surface, qui est en partant de la droite, qui n'a jamais marché, qui n'a jamais été cadré, cette frappe-là, et qu'il utilise à chaque fois. Sinon, c'est quelque chose qui a plus marché, c'est continuer à droite et faire la passe au centre pied droit, mais bon, comme il y a un problème au centre, ça marche pas. Je pense qu'un joueur comme ça, dont on connaît les capacités d'élimination, même de passe, ce qui me frappe, moi, c'est justement, il a pas été invisible par rapport à Mbappé. Je pense même qu'on l'a trop vu et que du coup, ça a permis de montrer que malheureusement, il lui manquait une grosse partie d'armes en fait dans son arsenal, quoi. Ouais, je suis d'accord, je trouve qu'en fait Dembélé c'est un mec qui est frustrant. C'est peut-être un mec qui est frustré aussi, ça je sais pas. Mais il percute, il élimine, etc. Mais à chaque fois ça n'aboutit à rien. Même en dehors des stats où on disait oui Dembélé aucun but avec le PSG machin truc. Même en dehors de ça, quand c'est pas une histoire de marquer, même pas une histoire de faire une passe décisive. Enfin je veux dire ses centres ils sont 95% du temps ratés, ça aboutit pas, il y a des incompréhensions, etc. Moi ça c'est pour un petit aparté sur Deschamps, je comprends pas pourquoi c'est Dembélé qui frappe les coups de pied arrêtés en fait. Tout simplement. Je comprends pas pourquoi c'est lui qui les tire. Et je sais bien que voilà, on est dans un foot où ça c'est aussi une part de responsabilité de la DTN. Mais on n'a pas de joueurs vraiment techniques comme peut l'avoir l'Espagne par exemple. Ok, certes, ça ce serait une critique de fond qu'on pourrait faire. Je pense que c'est pas forcément le jour là maintenant. Mais pourquoi c'est Dembélé ou Mbappé qui tirent les coups de pied arrêtés? Enfin, je suis pas fou, je vois bien que c'est pas efficace sur le match contre l'Espagne. Dembélé, il a tiré les corners et les coups francs. À chaque fois, c'est parti au troisième poteau. Alors que tu me dises, oui, mais la tactique c'était de chercher le deuxième poteau pour jouer en remise. Ça peut s'entendre, deuxième poteau, pas troisième poteau. Troisième poteau, il n'y a plus de remise, il n'y a plus rien. On essaie juste de gagner un corner ou de récupérer la balle comme on peut pour la recentrer derrière. Enfin, je veux dire, il y a des, je sais pas, il y a des fois, je me dis, on marche sur la tête et on ne met pas nos joueurs sur leurs qualités, sachant ils ont parfois des qualités qui sont un peu surcotées. Parce que honnêtement, Dembélé, pourtant je le kiffe, ce mec, mais franchement, il est décevant, il est frustrant. Tu te dis, mais putain. Son meilleur match c'est quand il rentre en jeu parce qu'en plus il y a des espaces et là il fait mal. Mais enfin on lui donne le trophée d'homme du match face au Portugal, mais parce que il y a personne qui sortait du lot. Ce match-là il mérite même pas d'être homme du match en fait. Donc voilà, et puis Thuram, c'est frustrant techniquement, on n'y arrive pas. Et Kolo Muani, j'ai même pas envie de le blâmer. Éventuellement je peux blâmer Deschamps de faire jouer autant Kolo Muani. Il s'est donné, etc. Mais même lui, techniquement, c'est difficile. On n'arrive pas à garder un ballon de jeu. Et là, contre l'Espagne, on a vu la différence. Et pourtant, c'était pas une grande Espagne, quoi. En fait, Kolo Muani, c'est étrange parce que si on met à part sa forme actuelle qui est une cata, si on pense au Kolo Muani plutôt bon en équipe de France, c'est-à-dire à 2022 quand il joue et quand il joue en Allemagne, moi j'ai aussi eu l'impression que en fait on joue comme si on avait encore Giroud, quoi. Et aussi j'ai l'impression que c'est le truc qu'on veut faire à Thuram, c'est jouer comme Giroud en pivot, sauf que déjà en plus il commence même rarement neuf pur Thuram, mais je trouve ça étrange parce que j'ai l'impression que Deschamps et ses joueurs sur les ailes et au milieu veulent jouer toujours comme s'il y avait Giroud, c'est-à-dire un neuf qui lance les autres dans le jeu et qui est en gros présent dans le centre. Sauf que Kolo Muani, il n'y a aucun monde où on peut s'imaginer que c'est comme ça que tu joues avec lui. Ouais, mais je sais pas, en fait, moi globalement, je dirais que on a été maladroit, mais tout le temps. Et ça, je sais pas l'expliquer. Après, c'est peut-être juste les qualités et les défauts de chacun. Mais même Giroud, sur ses quelques entrées, alors il a eu très peu de temps de jeu, donc c'est encore une fois pas lui qu'on peut accabler. Mais franchement, je sais pas, même lui, il était assez imprécis. Le seul finalement qui était vraiment bon en attaque. Et pourtant, ceux qui me connaissent savent que je suis pas le premier à parler de lui en bien, mais c'est Barcola. Après, fallait pas abuser non plus du dick-hitting, le pressing autour de Barcola, mais globalement, il est rentré, il a fait des différences, il a joué simple, il a pensé collectif. C'est dommage de le voir si peu finalement, de voir si peu de temps de jeu, et ça me fait rebondir à un truc que j'ai vu sur Twitter ce matin. C'est un mec qui disait, il y a un monde, si Didier Deschamps il est sélectionneur de l'Espagne, il ne met pas Lamine Yamal titulaire. Dans ce sens où je dis pas que Deschamps n'a jamais lancé de jeunes,
mais que simplement il ne prend pas Yamal parce que voilà, ça va être il est jeune, il n'est pas confirmé, il n'a pas entre guillemets d'expérience des grands matchs, même si moi je pense que c'est une absurdité et que l'histoire l'a montré à maintes et maintes reprises, parce que il est un peu frêle, parce que il a un profil atypique, mais en fait c'est débile parce que prenez ce risque, putain, devant on marque pas un but, mais faites jouer Barcola, faites-le jouer, au pire il est pas bon, il sort au bout d'une heure, est-ce qu'il aura fait pire que les autres? Non, il aura pas fait pire que les autres. Donc pourquoi je sais pas, je comprends pas ce management globalement, parce que franchement Barcola il est rentré, il a été bon, faut le dire, et c'est une des seules bonnes satisfactions en attaque. Moi, il y a un truc qui me gêne avec tout ça, c'est que j'ai l'impression qu'on est à un stade d'une équipe qui est encore en train d'essayer de chercher qui seront les attaquants, et donc on alterne les individualités pour voir, alors on est normalement à un stade, on devrait être à un stade où tout le monde est établi, où on a des structures de jeu qui varient, euh, et que ça fonctionne, alors que quand tu vois les matchs, t'as soit un joueur qui est invisible, soit dès qu'il y a une tentative de combinaison, ça échoue rapidement, une tentative de percée individuelle, ça échoue, du brouillon, des passes qui sont ratées dès qu'on passe le milieu de terrain. Et ça me dérange, tu vois, même le fait qu'on se dise ah ouais, Barcola il fait une belle entrée, parce que j'ai l'impression qu'on est au stade où on cherche encore nos joueurs, mais sauf que ça devrait pas être à ce stade-là, quoi. Ouais, et puis là tu me fais penser à un truc, on dit Barcola il a été bon, machin, c'est le seul des Bleus qui a été au niveau face à l'Espagne. Attendez les gars, il y a un truc dont on a très peu parlé, regardez la composition de la défense de l'Espagne lors de la demi-finale face à l'équipe de France. Latéral droit, c'est Jesus Navas. On marche sur la tête. Le mec, il sort du placard, il joue même pas à Séville, il a 60 ans, il est pas rapide, il a rien pour lui. Lui, il nous cadenasse avec qui? Aymeric Laporte, qui joue en Arabie Saoudite, qui a joué 20 matchs cette année, qui a rien branlé, qui a jamais non plus été un immense défenseur, associé à Nacho Fernandez en défense centrale. Nacho Fernandez, il y a un an, on le pensait mort. Ok, il a fait une bonne saison avec le Real, mais quand bien même, c'est un mec, il est mourant, il est hyper limité. C'est lui qui nous cadenasse. À gauche, Marc Cucurella, encore un mort-vivant. Alors lui, il fait un très bon héros. J'ai pas envie de m'acharner sur lui, mais regardez qui est-ce qui nous a tués. Parce que, encore qu'on se fasse tuer au milieu de terrain, Rodri, Fabian Ruiz, Daniel Mo fantastique, mais la défense, putain les mecs, on n'a même pas mis en danger Unai Simon, on n'a rien fait, on s'est fait tuer par ça. Moi je suis désolé, c'est pas acceptable. Et là avec cette équipe d'Espagne, on voit que le collectif il prend le pas sur l'individu, parce que franchement tu regardes l'effectif de l'Espagne et il suffit de voir les previews qu'on a fait avant, et l'effectif il est vraiment pas ouf quoi. Tes meilleurs joueurs c'est des mecs qui ont 20 ans, Nico Williams, Lamine Yamal il a 16 ans, ton capitaine c'est Alvaro Morata. On disait oui alors l'Espagne il n'y a pas de star, la seule star c'est Rodri. Bah franchement franchement ils nous ont fait fermer nos bouches très clairement. Moi je le dis, je ferme ma bouche. Ça démontre encore une fois que c'est pas l'effectif qui fait gagner. J'espère que l'Espagne va battre l'Angleterre en finale. Rien que pour ça, je dis bravo à De La Fuente. Enfin, Deschamps il se fait envoyer par De La Fuente, c'est une catastrophe. Tactiquement on se fait manger, mais individuellement c'est une dinguerie. Alors peut-être juste, je me permets d'interrompre, avant qu'on revienne sur Deschamps, je pense qu'on conclura sur ça. Faut quand même parler des points positifs, parce qu'on a eu des mecs qui sont à saluer. Tout n'a pas été à jeter. Qui sont pour toi les trois meilleurs joueurs français sur cet Euro? Je vais essayer de pas trop tomber. Bah si, allez, je vais tomber dans l'évidence, on s'en fout. Kanté. Mais Kanté, c'est un point positif, mais comme j'ai un peu dit au début, c'est un point positif qui est quand même compliqué, parce que ça veut dire que le meilleur joueur, c'est un mec de 31 ans qui se... Mais à quel point le mec se tue en termes d'endurance, enfin, mais même en travail défensif, parce qu'on a loué notre défense grâce aux joueurs que je vais citer ensuite, mais aussi parce qu'on a un mec qui défend plus que n'importe qui d'autre, et comme je l'ai dit tout à l'heure, qui se retrouve à jouer numéro 10 quoi, quasiment, et qu'il le fait bien. Il rate sa demi-finale, mais bon, comme tout le monde quasiment. Donc Kanté qui est très bien, mais c'est un peu inquiétant aussi, parce que bon, on va pas encore le faire jouer pendant 10 ans. Ensuite Koundé, bon, normal, même si que je trouve super fort, et que je pense qu'en un sens on a trouvé notre latéral droit, même si bon, ça pose des questions toujours pour le côté offensif, je trouve, parce que comme on est encore parti pour plusieurs années avec Deschamps,
Ça veut dire qu'on va jouer avec Deschamps qui veut faire jouer des latéraux comme ça, et qu'on sait que d'un point de vue offensif, Koundé ça marche moins bien. Mais bon, on va dire qu'il fait par rapport à ce que Deschamps demande et à ce qu'il a pu faire, il l'a fait très bien défensivement, même si je trouve que ça pose problème offensivement, surtout vu ce qu'on fournit offensivement, on n'aurait pas dit non à un latéral droit qui apporte. Et en dernier, comme je pense que tu vas dire Saliba, et peut-être même Upamecano, moi je vais dire Mike Maignan, parce que je l'ai trouvé quand même... je trouve que ça présage, s'il évite les blessures, on a un portier pour longtemps, quoi. Meilleur peut-être même que Loris avec le temps. Ouais, globalement, moi je te suis. Moi je mets pas Kanté dans les 3, mais parce que je pense que t'as déjà tout dit. Puis ce serait aussi un cri du cœur. Après, je trouve quand même qu'il baisse un tout petit peu sur la fin de la compétition. Il a été un peu cramé. Mais c'est globalement le cas de tout le milieu de terrain. Hein. Tu vois, Mendy, Rabiot qui ont été blessés juste avant. C'est pour ça que j'aurais aimé voir plus Kamavinga personnellement. Mais bon, c'est encore une fois, on peut rien dire avec Deschamps. C'est le tyran. Donc de toute façon, voilà. Koundé, fantastique. Un Euro excellent. Et le plus grand paradoxe dans cette histoire, c'est que je trouve ça inquiétant en fait. Je trouve ça inquiétant dans deux sens précis. C'est que déjà, si ton premier joueur que tu ressors, c'est ton latéral droit, ça en dit long sur ce que le reste de l'équipe a fait. Voilà, ça c'est le premier point. Et deuxièmement, parce qu'on dit on a trouvé notre latéral droit, mais finalement c'est un mec qui est un peu bricolé et qui finalement est brillant en ayant été bricolé. Genre c'est même pas un pur latéral droit, donc ça montre aussi de certaines fébrilités, de certaines lacunes qu'on peut avoir. Moi je pense que Koundé il s'est vraiment affirmé. On a senti même sur ce qu'il a fait en dehors des terrains, sans donner de considération politique, qu'il avait vraiment pris confiance en lui, qu'il était à l'aise avec ses baskets ses baskets à talons voilà, qui s'est vraiment affirmé comme un leader, et ça c'était assez inattendu. Le deuxième nom moi que je veux mettre en avant, c'est peut-être même en fait le vrai meilleur, même peut-être encore plus que Koundé, c'est Saliba, qui a été impérial et un tout petit peu moins sur cette demi-finale. Mais alors juste petit aparté, moi qui ai joué défenseur central un certain temps, on peut même dire que c'est mon poste plus ou moins. Quand on regarde le match France-Espagne, ce que je me disais pendant le match, c'est putain quelle fébrilité, on est ultra laxiste. En témoigne le deuxième but où Dani Olmo il fait ce qu'il veut dans la surface, tout le monde le regarde, personne n'agit. Mais j'ai envie de dire qu'à première vue, on aura envie d'en vouloir aux défenseurs centraux sur ce genre de match. Et comme Maignan le fait, ne les laissez pas tirer, on l'a vu plusieurs fois, leur crier dessus sur les milieux de terrain aussi. Mais c'est un schéma très particulier où en fait quand tu joues défenseur central dans ce genre de situation, tu es complètement impuissant. Les vagues arrivent vers toi et c'est pour ça qu'en vrai moi j'en veux plus au milieu de terrain sur ce match-là. C'est très très difficile d'intervenir dans ce schéma-là précisément. Donc Saliba il passe au travers un peu dans son dernier match, globalement comme toute l'équipe, mais vraiment c'est pas le responsable numéro 1, et globalement il a été génial. Je l'ai trouvé intelligent, propre dans la relance, solide défensivement, leader, tout ce qu'il faut. Il a sublimé celui dont on ne parle pas, Upamecano, à qui je tire un coup de chapeau. Il n'est pas dans le top 3, mais vraiment l'homme de l'ombre, littéralement. Après, je pense que Saliba y est pour beaucoup, justement. Là encore, je vais reprendre mon expérience. Quand j'ai commencé un peu à jouer défenseur central, j'avais vraiment besoin d'un mec qui soit confirmé, qui soit stable, qui soit bon en fait. Et je me sentais bon en étant à côté de quelqu'un qui l'était. Et là vraiment dans ce contexte-là, Upamecano il l'a été. Et je pense que c'est un peu un résumé du profil d'Upamecano. Ça peut être un très très bon défenseur à condition qu'il soit bien entouré, bien épaulé. Et du coup tu disais que j'allais sûrement hésiter entre Saliba et Maignan. Du coup je mets les deux. Voilà, je vais pas passer des plombes sur Maignan, mais ultra solide, rassurant, leader, brillant, en témoigne sa sortie là en début de deuxième mi-temps face à l'Espagne. Je pense que il marquera moins l'histoire de l'équipe de France que Loris, aussi parce qu'il a pris le poste beaucoup plus tard que le petit monsieur niçois, mais que concrètement, intrinsèquement, c'est peut-être l'un des tout meilleurs, voire le tout meilleur gardien que la France ait eu. Ça peut faire saigner les oreilles de certains qui ont connu les Barthez, etc. Moi, je n'ai pas la prétention de les avoir vu beaucoup jouer, si ce n'est dans les grands matchs avec l'équipe de France. Mais je pense que vraiment en termes de qualité pure, alors après ça fait pas tout, c'est un très 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 grand gardien. Et donc voilà, je lui tirais un coup de chapeau. Et puis aussi Théo Hernandez, même s'il s'est essoufflé sur la fin. Je sais pas si t'as un truc à rajouter, mais là j'ai une transition toute faite. Théo Hernandez essoufflé vers la fin. Revenons sur Deschamps, finissons sur Deschamps.
Mon grand reproche, mon grand reproche qui explique pour moi beaucoup de choses, alors certains ne seront peut-être pas d'accord, j'ai trouvé que sur la demi-finale, on était cramé. Toi, je sais pas comment tu l'as senti. On s'est fait balader. Pour tout vous dire, moi j'étais dans un bar pour regarder le match, le même bar que où j'avais vu la finale PSG Lyon, où si vous vous souvenez bien, pendant la dernière demi-heure, le PSG avait littéralement fait tourner Lyon. C'était une passe à 10 et les Lyonnais semblaient incapables de courir, de presser, etc. Et en fait, ils étaient cramés physiquement. Et bah là, j'étais au même endroit, dans le bar, il était la même heure et j'étais en train de vivre littéralement la même chose. Je pense que la France était complètement cramée sur cette demi-finale. Ça peut s'expliquer Tchouaméni, Rabiot par des préparations un peu tronquées, même Kanté dans une moindre mesure. Mais là, j'en veux énormément à Didier Deschamps. J'en veux énormément dans sa gestion des temps de jeu. On change pas une équipe qui gagne. Ok, on gagnait pas, donc on n'avait pas de raison de changer. Une équipe qui ne tourne jamais, elle va finir par être cramée. L'Espagne a fait jouer son équipe B sur le 3e match de poule. Alors on peut dire oui, on avait besoin de la première place, on pouvait pas le faire. Ok, on a gagné le 3e match? Non, on l'a pas gagné. Donc encore une fois, le choix, il a pas été payant. Théo Hernandez, il a joué la défense n'a jamais changé, le gardien n'a jamais changé, ça c'était très bien, ok. Mais il n'empêche que physiquement, ça tire. En revanche, le reste, Camavinga, trop peu de temps de jeu, Giroud, trop peu de temps de jeu, Barcola, trop peu de temps de jeu. Et au final, eh bien, on est complètement incapable, on se fait balader par une équipe qui était beaucoup mieux préparée. Donc en ce point, je pense que la gestion de Deschamps est très nettement coupable du résultat qu'on a eu. Ouais, bah moi ça me paraît lié qu'un truc, c'est le milieu de terrain en fait. C'est que je comprends vraiment pas spécialement l'alignement de Rabiot et de Tchouaméni quand ça marche pas. Parce que je trouve que c'est des joueurs avec un profil, tous les deux avec un grand manque créatif. Et Deschamps veut absolument les aligner à chaque fois. Et parce qu'en 2022 ça avait marché, parce que Tchouaméni avait un sursaut, je trouvais, de création offensive, tandis que pour moi leur jeu, à peu près à tous les deux, c'est des milieux de transition de la défense à l'attaque, capables d'apporter de la défense. Et Tchouaméni, j'aime beaucoup ce joueur, mais je trouve que sur cet euro là et sur même les derniers mois au Real, c'est plus un casseur qu'un mec qui défend bien. C'est ce que je vois moi. Et Rabiot, bah, il fait une bonne entrée sur le premier match. Il fait un bon Euro 2022 il y a 2 ans, quoi. Mais sinon, je trouve que les deux ont du mal aussi pour leurs blessures, mais même pas qu'en termes de cardio. Je trouve que quand il y a un manque créatif parce que Griezmann joue pas bien, c'est bizarre d'aligner ces deux joueurs-là. Après, c'est l'idée de Deschamps, il trouve ça bien de mettre ces deux mecs-là, qui ont pour moi un profil similaire. Et en plus, quand t'alignes Kanté, je les trouve inutiles, et je les ai trouvés d'ailleurs inutiles, surtout, Tchouaméni, Rabiot, je les ai trouvés tout autant inutiles. J'avais même l'impression que Kanté essayait leur passer derrière eux parce qu'ils faisaient n'importe quoi. Exemple même, le but de Dani Olmo hier, c'est Rabiot et Tchouaméni qui se font passer. Et c'est pour ça que, comme tu l'as dit, je sais pas ce qu'il fout avec Camavinga. Non. Il a joué contre le Portugal parce que Rabiot était suspendu, il a été trop fort. Et en fait, tu le ressors alors que les autres ils sont cramés. Et Camavinga, moi je trouve que c'est pas forcément ce qu'on pourrait appeler un impact player. Tu vois, là où par exemple un Barcola, bon, j'aurais aimé qu'il joue plus. Mais je peux constater que ce soit un impact player, c'est un mec qui va rentrer, il va faire mal tout de suite. Il va être dans le tranchant, dans le vif. Moi, je trouve pas que Camavinga ce soit ce genre de joueur-là. Et en ce sens aussi. Enfin, il peut l'être, mais c'est un peu réducteur, quoi. Il vaut mieux que ça. Ouais, j'aime bien ce que tu dis, parce que l'impact player, il y a une justification à le faire rentrer. Dans le sens où t'as besoin d'un but. Est-ce que Dembélé, ça serait pas un impact player en fait? Exactement, évidemment. On n'a pas eu le temps d'en parler tout à l'heure, mais c'est un truc qu'on sait depuis longtemps. Moi, j'ai l'impression c'est qu'en réalité, Dembélé, il a toujours été meilleur en sortie de banc. Et au Barça, même quand il faisait les rares moments où il jouait régulièrement, ses meilleures entrées et ses meilleurs matchs, c'était quand il rentrait à la 60e. Et avec l'équipe de France, ça a toujours été ça. Mais en l'occurrence, Camavinga, c'est un joueur qui s'implante très bien dans une équipe pendant 90 minutes, et pendant 90 minutes sur 4 matchs de suite. C'est un joueur qui peut s'intégrer super bien. On l'a vu déjà avec les nombreux postes qu'il peut jouer, mais en tant que pur milieu à côté d'un profil comme Tchouaméni, Rabiot, pour moi ça ne peut que fonctionner.
avec un Griezmann en bonne forme encore plus, avec un Griezmann sans forme, ça peut jouer quand même, en faisant une liaison plus directe avec l'attaque. Et je ne comprends pas parce qu'encore une fois, je trouve le milieu Tchouaméni, Rabiot, Griezmann nul, stérile. Ouais, je suis d'accord. Et puis même sur l'effectif, alors ça peut s'apparenter à du lobbying. Ce sera sûrement la dernière fois que j'en parlerai. Voilà, l'Euro est terminé. Est-ce que on comprend maintenant pourquoi Lacazette n'a pas été pris ? À titre personnel, moi je comprends pas. Je comprends pas parce que là, pour le coup, il aurait vraiment pu apporter. Alors après, je dis pas qu'il aurait été facile à faire jouer, qu'il aurait eu beaucoup de temps de jeu, etc. Mais franchement, voilà, je pose la question. Après, vous en faites ce que vous voulez. On a mis combien de buts dans la compétition ? 1, 2, on en a mis 4. On a mis 4 buts en 6 matchs, dont 1 sur penalty et 2 contre son camp. Même si le contre son camp de Colomboigny, je trouve qu'il ne mérite pas d'être nommé contre son camp. Mais bref, c'est pas la question. Je pose la question. Chacun a le droit d'avoir son avis. Vous en faites ce que vous voulez. Deschamps fait ce que vous voulez. Tant mieux pour l'équipe olympique de pouvoir compter sur Alex. Mais voilà, c'est ça. C'est à un moment, tu payes aussi tes choix. Alors, je sais que le réservoir, notamment en termes de joueurs créateurs, il n'était pas illimité. Là, pour le coup, on peut espérer que des joueurs comme Doué ou des choses comme ça vont vraiment progresser et vont pouvoir contribuer dans les années à venir. Je sais que là, pour le coup, c'est pas la faute de Deschamps si les alternatives au milieu de terrain c'était Guendouzi et Verretou. Mais à un moment, on paye aussi nos choix. Enfin, je veux dire. Chacun a sa part de responsabilité à assumer et j'espère que Deschamps va l'assumer, mais on n'a pas trop l'impression que c'est parti pour. Et justement, toi, comment tu aimerais alors, il y a 2 questions. Comment tu aimerais l'avenir à court terme de l'équipe de France et comment tu vois l'avenir de l'équipe de France à court terme ? Bah, le truc c'est qu'en fait, Deschamps il agit comme Mitterrand dans son 2e mandat. C'est que, si tu veux, le mec il est pas du tout parti pour se remettre en question, je pense, dans le sens où il est dans sa tête, je suis plus à la fin qu'au début et il faut que je continue comme ça, comme il faut que je continue avec un effectif similaire, sauf qu'en fait son effectif similaire, soi-disant uni, sur cet Euro, on a l'impression que c'est des joueurs qui se découvrent. Il y a rien en commun, il y a pas de plan de jeu, il y a peut-être un plan de jeu, mais enfin, non, il n'y a pas de plan de jeu. non, je te confirme, il n'y a pas de plan de jeu là, franchement, c'est le néant, c'est faites la passe à Mbappé, advienne que pourra. Mais ça, c'est une folie de faire ça, quand tu vends ton machin comme il faut absolument changer quasi personne parce que c'est un effectif solide qui se connaît, sauf qu'en réalité, les mecs qui se connaissent dans les vestiaires. Le plan de jeu, moi je vais te le dire, le plan de jeu c'est on prend pas de but et Hassoul, on va bien en marquer un. Oui, voilà. Donc comment est-ce que je vois ? Bah moi je sais pas, je vois pas comment est-ce que ça peut aller mieux là. Bah moi par exemple, voilà, moi je vais dire, il y a ce que je vois et ce que je veux. Ce que je veux, moi je pense qu'en fait ce serait un bon timing à Deschamps pour laisser la main. 12 ans, il y a forcément aussi une fatigue mentale, une routine. Je pense que ça... Alors en tout cas, par contre, je ne garantis pas que s'il part derrière, on va regagner. Au moins à court terme, ça peut être encore pire à court terme. Ça, après, voilà, hein, c'est quand tu as été en couple pendant 12 ans. La première relation qui vient derrière n'est pas forcément la plus opportune. Je dis pas forcément que ça doit être un mec comme Zidane qui doit prendre l'effectif. Alors j'aimerais bien, hein, bien sûr, mais c'est même pas l'objectif de ma pensée. C'est simplement de dire que là c'est plus possible. Moi je suis désolé, j'en ai ras-le-bol. Enfin, j'ai grandi en ayant eu chaque soir hâte d'avoir le match de l'équipe de France, ne serait-ce qu'un vieux match contre la Jamaïque en amical. J'étais heureux de pouvoir regarder la France, c'était vraiment avec plaisir. Maintenant, alors peut-être que si c'est parce que j'ai grandi que je suis moins un enfant, j'ai plus cette hâte. Moi, il y a une chose qui, je trouve, résume très bien la situation, que j'ai pu voir et puis j'ai pu en parler aussi avec un pote qui est anglais. C'est de dire, en fait, quand t'es pas français et que t'es pas pour non plus l'adversaire de l'équipe de France, tu n'as pas envie de regarder le match de la France. Genre littéralement, ça te fait chier. Quand tu vois que c'est la France qui joue, tu regardes pas. Et ça, je trouve ça absolument dramatique compte tenu de notre effectif. Alors nous, on arrive à vibrer un peu, mais parce qu'on est partisans, parce qu'on espère, on veut voir gagner. Mais honnêtement, il y a des équipes comme ça, elles sont imbuvables. C'est un peu comme l'Atlético Madrid, et pourtant j'aime bien l'Atlético. Personne ne regarde les matchs de l'Atlético Madrid, évidemment, puisqu'on se fait chier, à part les supporters de l'Atlético Madrid. Voilà, c'est un peu la même chose, mais j'ai pas envie qu'on devienne l'Atlético Madrid des sélections. Et vraiment, là de toute façon, depuis un certain temps, alors oui, on fait des finales, des demi-finales, mais on gagne pas. On n'a pas de résultat. Comme l'Atlético Madrid. Alors, on n'a pas de résultat. Alors pourquoi pas prendre le risque, essayer d'améliorer le jeu. De toute façon, Deschamps, il va bien partir un jour. Il faut faire quoi ? Il faut attendre qu'on se fasse sortir en poule pour
pour que se séparer de Deschamps. Donc en gros, il faut attendre que dans le couple il y ait tromperie pour qu'il y ait séparation. En fait, en gros, c'est ça. Et moi, je pense que c'est vraiment le bon timing. Il faut tourner la page et vraiment, ça n'enlèverait rien à tout ce qu'il a fait. Et ça c'est très probablement, c'est sûr, le plus grand sélectionneur de l'histoire de l'équipe de France. Ce sera très difficile d'aller le déloger. Mais ça n'effacera rien, mais on peut tourner la page, on a le droit de dire stop à un moment donné, et puis de toute façon ça finira par arriver à un moment ou l'autre. Il y a un truc qui est intéressant pour moi, c'est je pense qu'un sélectionneur d'une équipe, il doit correspondre à une génération des joueurs avec qui il est. En l'occurrence, c'est pour ça qu'on dit que 10 ans, c'est une sorte de grand max, parce que il faut que le sélectionneur, quand le problème c'est qu'un sélectionneur qui commence à rester trop longtemps, on peut se dire qu'il regarde pas assez les jeunes joueurs qui arrivent derrière, qu'il leur prête pas assez d'attention, et qu'une fois que ces joueurs, les joueurs avec qui il a gagné commencent à partir en retraite ou s'affaiblir, il a du mal à se renouveler. Et moi je pense que c'est ça qui est en train d'arriver. C'est ce qu'on voit, c'est que la plupart les joueurs avec qui Deschamps a gagné, avec qui il a commencé, parce que c'est ça qui est important, c'est qu'un sélectionneur, c'est pour ça que je parle de génération, il commence avec des joueurs et il est censé partir à peu près avec eux, parce qu'on sait très bien qu'un sélectionneur d'une équipe, il a du mal à se renouveler. Et pour moi c'est ça dont on a besoin. C'est vrai que l'équipe de France, elle a pas vraiment de période de mou, et donc ça peut être plus flou comme truc, mais tu le vois quand même que là il y a plein de joueurs qui arrivent, et c'est ce qu'on dit, c'est qu'on a l'impression qu'il a du mal à leur prêter une attention et qu'il a du mal à changer du tout, et ça peut être normal, Ouais, et tout puis moi son jeu, quoi. je relève aussi une certaine fatigue quand on voyait les gros plans sur lui pendant la demi-finale. Il m'avait l'air sans solution, il m'avait l'air dépité, je sais pas. Enfin après c'est le langage corporel, ça n'engage que moi, c'est mon ressenti, mais je l'ai trouvé un peu à court d'idées en fait, globalement sur cet Euro. Voilà, j'aimerais qu'il tourne la page. En revanche, je vais vous dire maintenant ce qui selon moi va se passer, qui est une bien autre réalité. Déjà il a été confirmé, Deschamps c'est littéralement un tyran, il lâchera jamais le pouvoir, c'est ce que va nous faire Emmanuel Macron prochainement. Non, je rigole. Enfin en tout cas c'est pas le sujet. En fait il partira pas de lui-même, mais en même temps c'est lui qui est tout en haut de la hiérarchie, il n'y a pas un mec au-dessus, en fait son patron c'est lui le patron, tu vois. Et donc il partira, à moins peut-être justement de se faire éliminer en poule ou de se faire prendre 7-0 sur un huitième de finale, mais puis le connaissant ça n'arrivera pas. Il va jamais partir, et je trouve qu'on est dans une impasse. Il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas d'envie, et s'il n'y a pas de victoire, en fait qu'est-ce qui nous reste finalement? Il nous reste le passé, le vécu, le palmarès, etc. Ça c'est sûr, hein, ça plaide pour lui, il n'y a rien à dire, mais faut pas vivre dans le passé non plus. Et puis encore une fois je le répète, je sais qu'il écoutera le ventre mou, il l'écoute souvent, hein, il m'appelle, il me le dit. Partir n'enlève rien à ce qui a été fait, et je pense que c'est le bon moment pour tourner la page, même si je pense bien que ça n'arrivera pas. Je pense que sur ça t'es d'accord, hein. Oui, non, il partira pas, mais oui, moi je suis d'accord. Je lui dirais de partir au même moment que ces joueurs, les joueurs avec qui il a gagné sont en train de partir peu à peu, quoi. C'est tout. Voilà. Bon écoute, je pense que on a eu le temps de faire un petit panorama. Il y a sûrement encore beaucoup d'autres choses à dire, et on aurait pu s'attarder sur d'autres points, mais on est pris aussi un peu par le temps. Très prochainement on va se retrouver pour un bilan de l'Euro plus globalement, qui sera pas sur l'équipe de France, mais bon, pour ça il faut attendre la finale qui aura lieu ce dimanche à 21h, en ce jour de fête nationale. On vous fait de gros bisous, on se dit à bientôt, et puis donc comme je vous ai dit, on se retrouve très vite pour le bilan de l'Euro. Allez, ciao.